Ma collègue Camille Lindstrom et les membres du comité scientifique du développement de la pratique DSI-DSM, on a le plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Quelques rappels, en fait, avant qu'on débute là, en fait, c'est ça, la présentation de la conférence. On vous invite à garder vos micros fermés pour éviter là, l'interférence avec les présentateurs, mais les caméras ouvertes de préférence parce que c'est toujours plus intéressant là, de s'adresser à des visages qui écoutent là, à l'écran. Vous informez que la conférence va être enregistrée et vous pouvez trouver le lien pour la visionner dans la conversation et sur notre page intranet du Comité de développement de la pratique professionnelle. On vous invite à garder les questions à la fin de la conférence pour nous permettre un peu de garder le rythme et aussi de compléter le formulaire d'appréciation qui se trouve dans la conversation. Ce formulaire-là va vous permettre en fait de demander une attestation là, pour votre participation aujourd'hui. Puis pour nous, du côté du comité, ça nous permet de recevoir vos suggestions si vous avez des sujets que vous aimeriez proposer, des thématiques à discuter ou tout autre commentaire là, sur le fonctionnement là, des conférences midi, de sorte qu'on puisse les améliorer. Nous, on regarde ça avec attention. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Sachez qu'aujourd'hui, on a une structure de conférence qui est un petit peu différente par rapport à l'habitude. Donc, on a deux équipes de présentateurs là, qui vont aborder la thématique d'aujourd'hui sous des angles différents et complémentaires. Donc, notre premier trio est composé de Madame Chantal Lapierre, qui est chef d'administration de programme au Centre Jean-Jacques Gaultier. Monsieur Grégory Moulec, qui est chercheur au Centre de recherche pour l'axe promotion de la santé, prévention et gestion des maladies chroniques au Centre Jean-Jacques Gaultier. Et Madame Charline Maltès-Kitcat, qui est kinésiologue et coordonnatrice professionnelle aussi au Centre Jean-Jacques Gaultier. Par la suite, je vous le dis tout de suite, puis je le répéterai peut-être tantôt, mais on va accueillir un duo qui est composé de Madame Nathalie Larochelle, qui est conseillère cadre en soins infirmiers pour le volet approche adaptée à la personne âgée, médecine et UCDG, et Madame Jeanne Wu, qui était chef de service intérimaire en nutrition clinique pour la mission hospitalière et qu'on accueille maintenant sur l'équipe des conseillères cadres à la DSM. Et donc, voilà pour nos présentateurs. Madame Lapierre, Monsieur Moulec et Madame Maltais-Skitcat, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné le privilège d'être ici aujourd'hui, ce midi. Alors, sans plus tarder, parce que je sais qu'on est deux à présenter, donc on va vous présenter un petit peu qui on est. Si on commence déjà, en fait, au niveau du Centre Jean-Jacques Gaultier. Ah, je ne suis pas capable de partager. Attendez, excusez-moi. Et voilà. Donc, au Centre Jean-Jacques Gaultier, en fait, qui on est? En fait, on est un centre d'expertise en promotion de la santé, en prévention et en gestion des maladies chroniques. On est une équipe interdisciplinaire composée d'infirmières, kinésiologues, nutritionnistes, inhalothérapeutes qui sont impliqués de près ou de loin dans la prévention et la prise en charge du déconditionnement. Depuis notre intégration ici en 2021, on a eu le privilège de compléter notre équipe avec une équipe de chercheurs qui, par leur projet, vont contribuer aussi à bonifier nos interventions cliniques pour le bénéfice de nos usagers. Notre nouvelle et grande équipe aussi a également, depuis l'année dernière, élargi ses interventions, dont celles qui touchent la prévention du déconditionnement, en s'intégrant directement dans les interventions en communauté. Alors, pourquoi c'est important d'adresser la prévention du déconditionnement en première ligne? On a plein de bonnes raisons. Dans un premier temps, les services de première ligne, ça représente la porte tournante entre le milieu de vie de la personne à risque de déconditionnement, puis les services de santé que représente notre organisation. Lorsque des usagers franchissent nos portes en première ligne, bien, il y a des opportunités d'intervention cruciales qui peuvent influencer dans la balance entre le maintien d'une bonne qualité de vie, ce que l'on travaille et ce que l'on souhaite aussi, et le déconditionnement qui pourrait mener vers une situation un peu plus aiguë ou une hospitalisation. Pourquoi c'est important aussi? Parce que les personnes âgées ou celles qu'on peut appeler aussi à risque de déconditionnement, ça représente une proportion grandissante et importante de notre population, bien qu'elle soit bien sûr plus en forme plus longtemps, en fait, à domicile, est jamais à risque aussi, là, est toujours à risque d'avoir du déconditionnement, que ce soit d'un point de vue physique ou nutritionnel. Pourquoi c'est important aussi? Parce que les acteurs de première ligne font partie des premiers répondants aussi pour accompagner cette clientèle-là. Puis finalement, pourquoi c'est important aussi? Parce que les actions préventives en première ligne sont en cohérence avec les priorités du ministère et des services sociaux, puis de façon encore plus importante depuis les événements qui sont vécus par nos aînés dans le contexte de la pandémie.
Et plus particulièrement pour le Centre Jean-Jacques Gaultier, c'est accueillir au quotidien notre clientèle déconditionnée ou à risque de déconditionnement pour mieux les outiller dans l'autogestion de leurs conditions de santé. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Charline, qui va nous parler plus en détail, bien sûr, des impacts du déconditionnement, puis de l'importance de faire des actions aussi de prévention en première ligne. Alors, à toi, Charline. Donc, merci Chantal. Effectivement, comme Chantal a mis un peu la table, donc on remarque en fait que avec la pandémie, en fait, il y a eu beaucoup de changements au niveau du déconditionnement. Par exemple, avant, on remarquait en fait que la majorité des définitions là, du terme déconditionnement se concentraient quasi uniquement sur les personnes âgées qui étaient hospitalisées, tandis que maintenant, on remarque que c'est une définition qui a évolué un peu plus sur la clientèle. Bon, toujours la clientèle âgée, mais une plus grande partie, en fait, de notre population. Donc, selon le gouvernement, en fait, actuellement, là, la définition, c'est vraiment un ensemble de conséquences physiques, mentales, sociales qui est lié à l'inactivité, à une période de sédentarité ou à la sous-stimulation intellectuelle et sociale. Donc, évidemment que cette sous-stimulation-là, on l'a vu en fait pendant la pandémie. Donc, malheureusement, en fait, on a remarqué là, plusieurs effets, en fait, dans notre population. Donc, il y a une étude, en fait, anglaise qui a été publiée là, en 2020 qui rapportait qu'une personne âgée sur trois disait qu'elle avait moins d'énergie qu'avant la pandémie. Une personne sur quatre rapportait qu'elle ne pouvait plus marcher aussi loin qu'avant. Puis une personne sur cinq remarquait qu'elle avait des pertes d'équilibre, en fait, qui n'étaient pas là, en fait, avant la pandémie. Donc, en fait, avec la pandémie, on remarque qu'il faut porter un petit peu plus attention à notre clientèle à risque. Donc, comment, en fait, est-ce qu'on va démystifier là, les différents signes et symptômes? Donc, je voulais vous en parler là, de façon rapide un petit peu aujourd'hui, mais on peut les séparer en fait en trois groupes. Donc, le groupe au niveau activité physique, évidemment, donc à ce moment-là, on va se demander, par exemple, si notre patient, est-ce qu'il a déjà, par exemple, chuté dans les derniers mois? Est-ce qu'il est moins actif que normal? Est-ce qu'il a diminué au niveau de son autonomie? Des fois, on va même pouvoir remarquer, par exemple, une diminution de la masse musculaire, de la force musculaire chez nos patients, ou des fois même une augmentation là, de l'essoufflement dans ces tâches de la vie quotidienne. Au niveau alimentaire, des fois, on va remarquer bon, que la personne elle va avoir perdu du poids de façon involontaire. On va remarquer que la personne elle va manger moins en fait que d'habitude ou vraiment va vraiment avoir en fait des habitudes alimentaires qui vont avoir changé ou vraiment une perte d'appétit. Puis au niveau santé mentale et santé cognitive, en fait, c'est l'intérêt des fois qui va être diminué pour certaines activités. La personne va se sentir plus seule, va se sentir des fois déprimée ou anxieuse. En plus, on va remarquer aussi qu'il y a des petits oublis là, ou des fois des temps de réaction qui sont plus longs que d'habitude. En général, en fait, comment est-ce qu'on peut démystifier un peu notre clientèle qui est à risque de déconditionnement? Donc, souvent, les caractéristiques qui ressortent, c'est une clientèle qui est âgée de plus de 65 ans, qui peut être obèse ou frêle à l'inverse, et qui ont vraiment des difficultés avec certaines capacités physiques. Des fois, ça va être des personnes qui vont être blessées ou qui vont être atteintes en fait de maladies qui affectent aussi leur mobilité à se déplacer. Donc, à ce moment-là, ils vont être un petit peu plus à risque. Évidemment, en fait, ces signes et symptômes-là, malheureusement, peuvent mener à des complications. Donc, les complications qu'on remarque souvent au début, c'est la perte de masse musculaire, la perte de force musculaire, les troubles d'équilibre, comme qu'on a parlé tantôt, mais là, c'est des troubles d'équilibre qui peuvent vraiment mener à des risques de chute, des fractures. Des fois, c'est de la détérioration au niveau de la mémoire, de la confusion, de la démence.
On remarque aussi que les capacités en fait cardio-respiratoires diminuent, puis amènent vraiment un risque d'insuffisance cardiaque, d'infection, d'hospitalisation, évidemment, maladie chronique, puis ultimement, des fois, des risques de décès. Donc, dans la prochaine diapositive, en fait, on remarque qu'on a le déconditionnement, en fait, dans le milieu, puis on remarque que le déconditionnement va vraiment avoir plusieurs effets sur plusieurs aspects là, de la vie de nos patients. Puis, on peut aussi faire un parallèle, en fait, avec la spirale de déconditionnement. Donc, la spirale, en fait, on va l'utiliser souvent chez la clientèle qui est atteinte de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Mais en fait, on remarque que pendant la pandémie, notre clientèle a été aussi là, affectée un peu dans le même sens. C'est-à-dire que vu qu'ils ont eu la recommandation de rester à la maison, évidemment pour leur santé, mais quand même, on a remarqué que bon, ça a diminué leur mobilité, ça leur a diminué leur interaction, ce qui a créé par la suite de l'anxiété, de la sédentarité, puis, ultimement, en fait, on a remarqué évidemment une diminution de la qualité de vie de notre clientèle. Malheureusement, pour certains, cette situation perdure dans le temps. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de stopper, en fait, cette spirale-là, puis d'aller vraiment dans la prévention ou le reconditionnement selon certaines personnes, évidemment, qui ont été plus touchées là, par la pandémie. Donc, comment on va faire ça, en fait, c'est qu'on va s'assurer que, évidemment, nos saines habitudes de vie là, qu'on est habitué de voir, donc un sommeil qui est optimal, une saine alimentation, évidemment, essayer de reprendre, d'avoir un meilleur réseau social ou bien de pousser un peu plus, là, d'augmenter ce réseau-là dans les prochains moments. Puis, par la suite, on va aussi parler d'activité physique. Des fois, l'activité physique, c'est un petit peu difficile pour certaines personnes. Donc, à ce moment-là, on va se concentrer sur le maintien de l'autonomie et de la mobilité. Donc, à ce moment-là, c'est de bouger, en fait, dès qu'on peut. Donc, de réduire, en fait, les comportements sédentaires. Comportement sédentaire, ça correspond vraiment à une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique qui va être inférieure à 1,5 équivalent métabolique. Normalement, évidemment, c'est une personne qui est en position assise, inclinée ou allongée. Donc, évidemment, on essaye le plus possible d'encourager l'activité physique, mais si on peut au moins réduire les comportements sédentaires ou, à défaut de pouvoir les réduire ou les limiter, on va aller dans l'interrompre. En fait, on va essayer d'interrompre ces comportements sédentaires-là le plus souvent possible. Par exemple, des fois, ça peut être de donner un peu des conseils, là, d'essayer de les interrompre à chaque heure. Par exemple, se lever, faire une petite tâche de la vie quotidienne pour essayer vraiment de réduire les risques du déconditionnement, en fait, sur la santé. Avec la pandémie, on a vu vraiment plusieurs ressources virtuelles se développer, donc qu'on n'avait pas nécessairement avant la pandémie ou qui manquaient un petit peu là, de détails. Donc, on a plusieurs ressources, par exemple, pour l'exercice ou pour l'activité physique, donc le Move 50+, le Go pour bouger. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà, mais c'est des exercices, en fait, qui sont faciles à faire à la maison avec presque pas de matériel, faciles aussi à adapter selon la capacité de notre clientèle. Il y a aussi évidemment des vidéos qui sont un petit peu plus informationnelles, puis différentes capsules d'enseignement, là, disons, par rapport aux différentes conséquences, bon, du vieillissement, du confinement qu'on a eu aussi. Donc, pour toutes les activités, en fait, qui se font en personne, je vais laisser la parole à Chantal pour continuer. Merci, Charline. Alors, pour continuer avec il y a de l'écho. Je m'entends double. Je ne sais pas si les micros sont tous fermés. Je viens de désactiver l'autre micro. Donc, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ah, ça va bien. Ça va bien de ce côté-là. Alors, pour parler de nos programmes, bien sûr, à l'intérieur du Centre Jean-Jacques Gaultier, on a le programme de prévention des chutes. Probablement que c'est un programme que vous connaissez. C'est un programme qui a beaucoup souffert, bien sûr, pendant la pandémie, comme vous pouvez vous en douter, et qu'on a repris avec beaucoup d'amour depuis l'année dernière, en 2022. C'est un programme qu'on a dû adapter, bien sûr, en fonction de nos ressources pour pouvoir mieux répondre aux besoins du grand territoire du SUSNIM. C'est un programme de 10 semaines qui comporte 90 minutes de façon hebdomadaire avec des capsules éducatives. Bien sûr, on va à la rencontre des communautés. On est présent dans les organismes communautaires, les HLM, les centres de loisirs, puis on se promène un petit peu partout de saison en saison. C'est un programme, bien sûr, qui est accessible à l'année. On a une nouveauté aussi cet été. On va développer des programmes de marche, en fait, et d'exercices vraiment supervisés. C'est vraiment distinct des clubs de marche que vous pouvez voir un petit peu partout là, dans les organismes ou sur le territoire. C'est vraiment supervisé de façon plus circonscrite et étroite par 2 kinésiologues. Et bien sûr, là, ça va être disponible. Vous allez avoir l'information probablement dans les prochaines semaines. Alors, on est très fiers de pouvoir là, le réanimer, là, ce programme-là, qui est très, très apprécié par notre clientèle et bien sûr notre communauté. Une nouveauté aussi qu'on a chez nous, comme vous l'avez vu tantôt, le déconditionnement, là, oui, c'est le déconditionnement physique, bien sûr, mais ça comporte aussi le déconditionnement, ça comporte la dénutrition. C'est un élément, en fait, qui est malheureusement pas toujours tenu en considération. Puis parfois, c'est même difficile de savoir est-ce que le déconditionnement engendre la dénutrition ou la dénutrition engendre le déconditionnement physique. Donc, on ne peut pas vraiment les dissocier. On peut penser à une personne qui est plus en mesure de cuisiner, que la motivation est moins présente, qui a besoin d'être chère. Donc, la vieillesse, c'est sûr que ça vient affecter un peu les capacités. Bien sûr, les déplacements peuvent être limités pour se déplacer, aller à l'épicerie. Donc, on a eu cette idée-là quand même depuis très longtemps, mais c'est seulement depuis cet automne qu'on l'incarne réellement. On a une nutritionniste qui se déplace en milieu de vie. Aussi dans les HLM, dans la communauté, dans les centres de loisirs, différents milieux communautaires, puis que ce soit par le biais d'ateliers, des simples échanges de discussions aussi, des démonstrations très simples, des démonstrations culinaires. Et il y a plusieurs éléments qui sont abordés, notamment bien manger à moindre coût. Ça, c'est une intervention qui est toujours présente avec nous là, quand on se déplace et quand on fait des interventions parce que le coût du panier d'épicerie, on le sait, ça coûte très, très cher. Et le défi de bien s'alimenter pour prévenir le déconditionnement à un coût qui est raisonnable, c'est tout un défi aujourd'hui. Bien sûr, en continuité avec nos activités, on fait aussi des activités de promotion, en fait, de pair avec l'équipe de santé publique de notre organisation. On se promène sur le territoire, on va à la rencontre des gens pour parler de la prévention de la maladie chronique et aussi adresser la notion de déconditionnement en même temps. On sait, les services de première ligne ont besoin de se faire connaître. On est souvent méconnus de la population. Donc, d'aller à leur rencontre, c'est vraiment une stratégie clé pour pouvoir leur dire, bien, on est là quand vous allez en avoir besoin. N'hésitez pas à venir vers nous. Alors, c'est une forme très intéressante là, de recrutement pour notre clientèle. Et aussi, en terminant, on fait des portes ouvertes. Depuis qu'on a intégré le centre là, en 2021, on a fait notre première porte ouverte l'année dernière. Et ça, c'est une autre belle stratégie parce que c'est non seulement ouvert à nos collègues, nos partenaires du CIUS, mais c'est ouvert à la population. Donc, c'est vraiment les portes ouvertes dans tous les sens du mot. Et puis, c'est une autre façon là, de nous faire connaître également. Et finalement, à l'intérieur de nos installations, au centre même, on a des programmes qui sont directement liés à la prévention du déconditionnement secondaire aussi. Là, on pense à certains programmes qu'on a, comme nos programmes de réadaptation cardiaque, réadaptation pulmonaire et post-COVID, qui donnent accès, bien sûr, à notre plateau de réadaptation physique, comme vous pouvez voir sur la photo.
C'est des programmes qui sont soutenus en collaboration avec nos médecins spécialistes. On pense à Dr Bocage, notre pneumologue, et Dr Diodetti, qui est notre cardiologue. Puis je pense que là, c'est un bel exemple, en fait, de collaboration entre la deuxième ligne et la première ligne là, dans la prise en charge du déconditionnement. On est très fiers là, de cette belle collaboration. Et bien sûr, autour de cette réadaptation-là, il y a tout un soutien interdisciplinaire pour cette clientèle-là, que ce soit une intervention en nutrition avec, bien sûr, les nutritionnistes, des interventions avec les infirmières. Et finalement, on a le programme d'initiation à l'activité physique qu'on appelle le PIAP, et ça s'adresse à l'ensemble de notre population atteinte de maladies chroniques. Donc, c'est des gens qui ont de la difficulté à se mobiliser. Et bien sûr, on est directement dans la prévention du déconditionnement. Et c'est une activité de découverte, en fait, pour vraiment s'initier à bouger. Et comme on est en première ligne, bien, l'objectif ultimement, c'est de faire le pont avec les ressources de la communauté pour vraiment développer leur autonomie au niveau du maintien de leurs conditions physiques. Comme vous pouvez voir, on fait beaucoup d'interventions en première ligne. On a de belles responsabilités envers notre population, mais on a une responsabilité populationnelle. Puis, on réalise que la prise en charge, puis la prévention du déconditionnement, ça s'adresse aussi au niveau de la communauté et ça s'adresse vraiment en travaillant la mobilité en communauté. Et je vais laisser mon collègue Grégory vous parler de cet aspect-là. Merci beaucoup, Chantal. Donc, bonjour à tous. Ouais, très heureux d'aborder ce sujet. Donc, comme le disait très bien Chantal, on a la conviction au Centre Jean-Jacques Gaultier que pour lutter contre le déconditionnement dans la population, il faut agir sur l'ensemble du continuum. Ça va de la promotion, prévention et gestion des maladies. Et dans les quelques slides qui vont suivre, j'aimerais vous amener sur des réflexions autour du rôle que peut jouer l'environnement résidentiel, l'environnement des espaces d'activité sur ce déconditionnement-là. En fait, c'est parti d'un constat. Moi, je viens du milieu de la kinésiologie. Avant de faire la santé publique, j'ai fait la kinésiologie et j'ai été donc très sensibilisé à l'efficacité des programmes cliniques pour prendre en charge, accompagner les populations cliniques. Toujours est-il, les études ont pu montrer que si ces programmes sont très, très efficaces avant-après, la question se pose du après ces programmes, comment ça se passe lorsque les patients retrouvent leurs conditions réelles de vie. Et là, on se rend compte qu'effectivement, bien souvent, ces progrès ont tendance à disparaître. Donc ça, c'est un premier élément. Attends, juste Chantal, on va juste revenir un petit peu avant parce que je voulais parler de l'accessibilité aussi au programme, sur le fait que ces programmes-là, puis au Centre Jean-Jacques Gaultier, on est très fiers d'avoir des programmes qui sont extrêmement performants, mais c'est pas si fréquent d'avoir des programmes qui sont accessibles à la population. Et donc là, je donne quelques chiffres juste pour sensibiliser aussi les différents acteurs du réseau de la santé sur le fait que, au Canada, seuls 5% ou moins de 5% des patients MPOC bénéficient d'un programme de réadaptation respiratoire. Puis il y avait des chercheurs qui avaient fait la projection, puis qui avaient pu montrer qu'il faudrait à peu près en France attendre 25 ans pour qu'au moins un des patients actuels puisse bénéficier un jour d'un programme de réadaptation. Donc tout ça, en fait, ça nous oblige à nous questionner sur qu'est-ce qui peut venir compléter ces programmes de réadaptation, en sachant que les environnements de vie, les milieux de vie jouent un rôle important. Alors, peut-être, voilà, merci beaucoup Chantal. Donc, c'est ce que je disais, donc la nécessité de prendre conscience, d'agir autrement sur la trajectoire de soins et de vie de ces populations cliniques et de venir compléter. Alors, peut-être la slide suivante. Et tout ça, ça résonne beaucoup avec le mandat des CIS et des SUS. On a une responsabilité populationnelle et cette responsabilité populationnelle, on doit l'incarner, comme je le disais tantôt, tant au niveau de la promotion qu'au niveau de la prévention et de la gestion. Et donc ça implique d'être capable de pouvoir agir non seulement sur les usagers et les patients que l'on voit dans nos programmes, mais aussi qu'on réfléchisse aux stratégies et à mettre en place dans les milieux de vie, dans la communauté, pour être capable d'être des bons promoteurs de santé et produire la santé, et en l'occurrence ici, produire des environnements favorables à la mobilité. Alors là, je reviens un petit peu sur un cadre conceptuel qui est souvent vu, souvent partagé, qui est un cadre qui a été partagé par le ministère de la Santé en 2012, qui essaye de montrer que finalement, lorsqu'on essaye d'expliquer la santé d'une population, il y a différents niveaux dans ces déterminants. Il y a des niveaux individuels, mais il y a des niveaux aussi environnementaux liés au milieu de vie et liés notamment à l'aménagement du territoire. Et donc,
Quand je parle d'aménagement du territoire, je vais m'intéresser dans les quelques slides suivantes aux environnements favorables aux saines habitudes de vie, donc en l'occurrence l'activité physique, la mobilité et les interactions sociales. Donc ça passe par l'augmentation de la marchabilité des quartiers, l'accessibilité au parc et la facilitation aussi du transport actif. Sur la slide suivante, il y a un petit modèle qui finalement explique en quelques points, lorsqu'on agit sur l'environnement bâti, lorsqu'on essaye de modifier l'environnement bâti de nos quartiers, il y a 3 grands mécanismes qui dominent. C'est d'augmenter l'accessibilité donc à ces infrastructures, d'une part. D'autre part, c'est de les rendre suffisamment attrayantes pour qu'elles soient vues comme des belles opportunités et que les gens aient envie de les utiliser. Et ensuite, ça vient renforcer aussi un sentiment de sécurité. Par exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont pu montrer que l'accessibilité, la présence des parcs, c'est une chose, mais s'il n'y a pas des accès sécuritaires pour accéder à ces parcs-là, eh bien, le bénéfice n'est pas aussi important. Donc, c'est très important de conserver ces 3 mécanismes-là en tête. Et ultimement, évidemment, ces aménagements-là ont l'ambition de pouvoir agir sur l'activité physique de loisirs et sur la mobilité de la population de notre territoire. Donc, quelques projets, 2 grands projets là qui gravitent autour de ça, avec qui on collabore. Donc, l'équipe du docteur Yann Kestens, avec qui on travaille étroitement, qui l'étude Interact. C'est une étude pan-canadienne qui a essayé de regarder l'effet de différents aménagements. Alors, par ces aménagements, peut-être sur la slide suivante, il y a, on entend, alors oui, effectivement, la mission qui est de collaborer avec les villes et les citoyens. Donc, l'idée, c'est vraiment une collaboration très étroite avec ces parties prenantes-là. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'assez habituel, de relativement habituel dans le réseau de la santé. À Jean-Jacques Gaultier, par exemple, on a régulièrement des rencontres avec des représentants de notre arrondissement pour des projets. Je pense notamment à un projet de jardin collectif, mais il y en a bien d'autres qui arrivent. Et donc, ce sont des parties prenantes, des acteurs que l'on a de plus en plus l'habitude de rencontrer pour nos projets. Et donc, comme je le disais, sur les différents types d'interventions qu'on essaye d'évaluer, il y a les infrastructures cyclables, où on va regarder la longueur, le type de nouvelles pistes cyclables, le nombre et l'emplacement des supports vélos, le niveau de verdissement, donc voir dans quelle mesure ce renforcement du verdissement, cet accroissement du verdissement peut avoir un impact sur un certain nombre d'aspects liés à la mobilité, l'apaisement de la circulation. Je disais que c'était un mécanisme très important pour venir induire des effets sur l'activité physique, et également donc l'amélioration de l'espace public par tout simplement l'emplacement des rues piétonnes. On l'a vu pendant la pandémie, il y a tout un ensemble de rues qui ont été piétonnisées. Donc, on s'est rendu compte que lorsque les gens étaient cloîtrés chez eux, n'avaient pas forcément un accès à un espace extérieur privé, eh bien, la possibilité d'aller dans des rues piétonnisées était une très, très belle opportunité d'être plus mobile. Et donc, on regarde l'effet de ces différentes interventions sur un certain nombre d'indicateurs d'activité physique, de mobilité et de bien-être. Alors, évidemment, pour développer et implanter ces interventions, c'est ce que je disais tantôt, ça implique un certain nombre d'acteurs. Donc, parmi ces acteurs-là, il y a des acteurs communautaires, il y a des acteurs de notre organisation, du réseau du SUS, du réseau de système de la santé, il y a des acteurs municipaux et des arrondissements, il y a des acteurs gouvernementaux également, et puis il y a des chercheurs, des acteurs académiques aussi qui gravitent. Et tout ce beau monde-là, ça crée une communauté de pratique. Et à Jean-Jacques Gaultier, on a vraiment l'ambition de pouvoir être un endroit, un lieu physique fonctionnant en mode Living Lab, qui est capable de réunir ces acteurs-là autour d'enjeux communs. Donc ça se fait aussi avec des outils. Donc on développe actuellement dans le centre un certain nombre d'outils par le biais d'études. Donc là, une étude qui s'appelle Cohésion, ou c'est une étude là aussi pan-canadienne, où on a pu faire un suréchantillonnage sur le territoire du nord de l'île de Montréal, donc où il y a 1400 personnes qui ont accepté de participer, et ce qui nous permet finalement de générer des données probantes, pour aider la prise de décision, que ce soit des prises de décision au niveau des gestionnaires de notre SUS, mais aussi des décisions qui sont prises au niveau de l'arrondissement sur des aménagements à faire, pour justement être capable d'agir efficacement sur des indicateurs de mobilité et d'activité physique.
Voilà, je reprends un petit peu là l'initiative Cohésion où ce suréchantillonnage a été fait, un certain nombre de publicités avaient pu circuler pour être capable de recruter des personnes sur notre territoire. Et c'est quelque chose qui sert non seulement ce projet-là, mais qui sert tout un ensemble d'autres projets afin d'avoir comme je disais tantôt, là, des données probantes qui nous guident, qui nous aident dans la prise de décision. Alors, je vais te laisser la parole, Chantal, pour clore cette présentation. Merci, Grégory. Donc, on espère que vous avez pu comprendre à quel point c'est important pour nous comme équipe en première ligne au Centre Jean-Jacques Gaultier, puis avec la collaboration de notre équipe de chercheurs, à quel point c'est important de prévenir le déconditionnement puis de l'adresser assez rapidement. Ce qu'on souhaite partager comme message clé pour terminer, c'est que le déconditionnement, ça touche tous les groupes de la population et ce, sans discrimination, encore plus depuis la pandémie. Quand on parle on pense à certains facteurs de vulnérabilité, la maladie chronique notamment, et que lutter contre le déconditionnement, ça se fait sur l'ensemble du continuum, que ça part du secteur hospitalier, de soins plus critiques, à la première ligne et bien sûr à la communauté, à la population. Grégory l'a dit tantôt, on travaille avec l'arrondissement. Donc, c'est très large le spectre de la prise en charge du déconditionnement. Et bien sûr, au Centre Jean-Jacques Gaultier, on tient beaucoup, notre mission nous tient beaucoup à cœur. Et on a une équipe très dynamique, très mobilisée, pour ne pas faire un jeu de mots, mais on est toujours à l'affût, à l'avant-garde pour vouloir développer des interventions efficaces et innovantes là, dans la prévention et la prise en charge du déconditionnement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On cède la parole à nos collègues. Merci beaucoup à vous trois là, pour cette présentation fort, fort intéressante, là, vraiment. Pour ceux qui sont avec nous, en fait, on va prendre les questions vraiment à la fin là, pour être capable là, de garder un rythme là, dans la présentation. Mais si vous voulez les garder en tête ou les écrire dans le chat, on pourra les regarder là, à ce moment-là. Et donc, je vais passer la parole à Mesdames La Rochelle et Madame Wu pour la prochaine partie de notre présentation. Donc, bonjour. Notre présentation va porter sur une initiative qui a été mise en place sur certaines unités des hôpitaux Jean Talon et du Sacré-Cœur de Montréal suite à une collaboration de la Direction des soins infirmiers, de la Direction des services professionnels et la Direction des services multidisciplinaires. Donc, nous allons vous parler du contexte qui a amené la mise en place du programme de marche, de son déroulement, ainsi que du mandat et de la composition des équipes dynamiques de marche qui ont permis de faire vivre ce programme-là auprès des usagers âgés qui étaient spécifiquement ciblés dans le cadre de ce projet. Nous allons aussi vous parler des conditions de succès et particulièrement, je vous dirais, de la satisfaction des usagers âgés qui y ont participé ainsi que de celle de leurs proches aidants. Nous allons terminer la présentation sur les principaux points qui sont à retenir. Donc, pour commencer, nous aimerions vous parler du déconditionnement. Comme l'équipe de Chantal a dit déjà précédemment, en fait, le déconditionnement est fréquent chez la clientèle âgée, mais aussi en milieu hospitalier. Donc, souvent, il est occasionné par l'incapacité ou le manque d'opportunité de participer activement à la réalisation d'activités de la vie de tous les jours, comme faire ses soins d'hygiène, marcher, préparer les repas et faire les commissions. Et à chaque journée, en fait, d'hospitalisation où l'usager reste couché au lit, cela peut lui prendre jusqu'à 3 jours à récupérer son autonomie fonctionnelle. Donc, cela peut parfois même être plus long chez la clientèle plus âgée, dont la perte d'autonomie fonctionnelle peut être complexifiée et peut parfois même compromettre, en fait, le retour dans le milieu de vie de certains usagers âgés suite à un séjour hospitalier. La mobilisation se caractérise par la capacité à faire les transferts et les déplacements, mais aussi la capacité à se mobiliser au lit et à réaliser ses AVQ, par exemple. Donc, durant l'hospitalisation des usagers en soins aigus, la diminution de la mobilisation peut être occasionnée par différentes raisons, dont le manque de personnel sur les unités et aux urgences, certaines directives de la PCI qui limitent en fait les opportunités de déplacement de certains usagers, ce qui peut aussi entraîner ou exacerber le déconditionnement.
Les usagers qui présentent un déconditionnement peuvent voir leur hospitalisation prolongée et parfois pouvoir même, dans certaines circonstances, rendre plus difficile le retour dans leur milieu de vie. Nous avons donc mis en place une équipe de marche dans 2 de nos centres hospitaliers que Nathalie va vous partager davantage. Avec le programme de marche, on visait plusieurs objectifs. Donc, entre autres, d'ajouter des périodes de marche à des usagers âgés ciblés, en addition aux déplacements fonctionnels qui sont déjà réalisés sur les unités de soins en collaboration avec le personnel infirmier. Comme déplacement fonctionnel, on retrouve ici le fait de se lever du lit au fauteuil, de se déplacer pour aller à la toilette ou à la chaise d'aisance, de marcher à l'intérieur des chambres ou dans les corridors sur les unités de soins. Nous voulons ainsi, avec le programme de marche, soutenir le rétablissement d'usagers âgés hospitalisés en leur offrant des périodes de marche supplémentaires afin de les aider à, premièrement, maintenir ou sinon à récupérer leur autonomie fonctionnelle et leur capacité de marche. Donc, ainsi, le programme de marche cherche à prévenir le déconditionnement chez la clientèle âgée ou, malheureusement, quand le déconditionnement est déjà présent chez certains usagers, chercher à en prévenir la détérioration afin de toujours viser le plus possible de favoriser le retour dans le milieu de vie. Au total, 4 unités de soins réparties dans les hôpitaux Jean Talon et du Sacré-Cœur de Montréal ont été ciblées pour le programme de marche, soit les 2 UCDG qui sont des unités de courte durée gériatrique et 2 unités de médecine où la présence d'usagers âgés est très importante. Les équipes dynamiques de marche sont composées d'assistants en réadaptation qui sont des étudiants en ergothérapie et en physiothérapie qui faisaient marcher des usagers âgés les fins de semaine, ainsi que des préposés aux bénéficiaires dédiés au programme de marche qui, eux, faisaient marcher les usagers du lundi au vendredi. Les séances de marche avaient lieu 2 jours entre 9h et 17h. Naturellement, des critères ont été établis pour cibler la clientèle. Donc, au départ, les usagers devaient consentir à participer au programme de marche et surtout collaborer en marchant lors des séances. C'est sûr que malheureusement, certains usagers âgés acceptaient de participer au programme de marche, mais quand venait le temps de faire la séance de marche, refusaient systématiquement. De plus, les usagers, pour être ciblés, devaient avoir besoin soit de stimulation, c'est-à-dire qu'on avait affaire à des usagers âgés autonomes, mais qui malheureusement avaient tendance à rester au lit ou à rester assis plutôt qu'à marcher. C'était soit aussi des usagers qui nécessitaient une supervision, c'est-à-dire des usagers qui n'ont pas besoin d'assistance physique pour marcher, mais qui nécessitent une supervision rapprochée parce qu'ils sont à risque de chute lors de la marche. Ou sinon, on avait affaire à des usagers qui nécessitaient l'aide physique de 1 à 2 personnes pour marcher. Finalement, les usagers ciblés devaient présenter quand même des capacités de marche avec ou sans l'utilisation d'une aide technique comme une canne ou une marchette. Pour ajouter aux critères d'inclusion, on a ajouté des conditions, je vous dirais, de priorisation. Donc, dans nos conditions de priorisation, on retrouvait le fait d'être âgé de 75 ans et plus ou d'être âgé entre 65 et 74 ans et présenter des signes de vieillissement précoce de par la présence d'au moins un des critères de vulnérabilité présents, c'est-à-dire présenter des troubles de la marche ou de l'équilibre, avoir besoin d'aide pour effectuer au moins une activité de la vie quotidienne comme faire ses soins d'hygiène, s'alimenter, se lever, se déplacer. Présenter aussi, comme 3e critère, présenter des troubles cognitifs ou vivre avec ce qu'on appelle un trouble neurocognitif majeur, qu'on appelle aussi démence. On peut aussi avoir des usagers qui avaient des antécédents de délirium ou qui faisaient présentement un délirium. Par contre, pour les usagers qui faisaient un délirium, c'est sûr que ça nécessitait absolument qu'ils collaborent à leurs soins ainsi qu'au programme de marche. Donc, différents moyens ont été utilisés pour le recrutement des assistants en réadaptation et des préposés aux bénéficiaires. Par exemple, la DSM a travaillé en collaboration avec les ressources humaines pour le recrutement externe des assistants en réadaptation et la DSI a collaboré avec l'agence
Désolée, il y avait un code blanc annulé. La DSI a collaboré avec La DSI a collaboré aussi avec la gare, en fait, via les listes de rappel ou avec l'aide des infirmières-chefs pour le recrutement des préposés. Donc, tous les candidats ont été formés et soutenus tout au long du projet par Nathalie et par moi-même. Le personnel infirmier qui travaille sur les 4 unités ciblées, ainsi que les ergothérapeutes et les physiothérapeutes des 2 hôpitaux ont eu une présentation pour les informer du projet et les solliciter leur collaboration. Puis les ergos et les physios pouvaient faire des références au programme de marche, de même que le personnel infirmier et les médecins. Donc, chaque période de marche est documentée dans le formulaire de référence jusqu'au congé de l'usager ou son retrait, en fait, du programme de marche. Et étant donné que la mise en place d'un tel projet nécessite quand même des coûts financiers et en termes de personnel, il y a eu des indicateurs de suivi qui ont été mesurés afin de démontrer la valeur ajoutée de ce programme, notamment la satisfaction des usagers ou de leurs proches. Donc, plusieurs éléments doivent être pris en considération afin d'assurer le succès de ce projet. Par exemple, déterminer les meilleurs moments pour faire marcher les usagers, aménager l'environnement pour réduire les obstacles et favoriser les déplacements sécuritaires, s'assurer que les équipements requis pour les transferts et la marche soient disponibles et accessibles. Il ne faut surtout pas oublier, par exemple, de communiquer en tout temps avec l'équipe interdisciplinaire afin de favoriser une collaboration optimale pour offrir des services de qualité aux usagers. Donc, quelques retombées positives pour nos usagers ciblés. Tel que mentionné plus tôt, il y a des indicateurs de suivi qui ont été mesurés tout au long du projet via le comité stratégique. Et voici certains résultats que nous avons obtenus. Donc, 90% des usagers ou de leurs proches sont satisfaits des interventions de marche. 80% des usagers ont démontré une stabilité ou une récupération au niveau de leur capacité de marche. Et le personnel infirmier et les équipes de réadaptation sont satisfaits de la mise en place de ce programme. Les points sont à retenir de ce projet de programme de marche. Donc, premièrement, il est important d'encourager et surtout de favoriser la participation active des usagers âgés à leurs soins ou activités de tous les jours. Il faut éviter surtout de faire à la place des usagers âgés ce qu'ils sont en mesure de faire par eux-mêmes. Par exemple, si l'usager a des capacités pour participer à ses soins d'hygiène, mais à son alimentation, à ses déplacements, il faut le laisser faire ce qu'il est en mesure de faire par lui-même, par contre, toujours en tenant compte de ses capacités. Si l'usager a besoin d'aide, il est toutefois essentiel de lui fournir l'aide nécessaire. Deuxièmement, les personnes proches aidantes doivent être impliquées dans ce type de projet, comme le programme de marche. Elles sont, je vous dirais, en mesure de soutenir leurs proches âgés hospitalisés en les encourageant et en les stimulant à participer. Un exemple, il arrivait, je vous dirais quand même assez souvent que des usagers âgés avaient accepté de participer au programme de marche, mais quand venait le temps de participer à la séance, ils étaient réticents. Et quand on avait la chance d'avoir un proche aidant au même moment, avec le soutien et l'encouragement des proches aidants, la majorité du temps, l'usager âgé acceptait de participer et était content de l'avoir fait à la fin de la séance. Finalement, ce que nous retenons de ce projet, c'est qu'il est important d'avoir dans le CIUS d'autres initiatives interdisciplinaires, comme le programme de marche, pour assurer, je vous dirais, le mieux-être de nos usagers âgés tout au long de l'hospitalisation. Nous sommes disponibles pour vos questions. Merci beaucoup à vous deux. Donc oui, tout à fait, on serait rendu à la période de questions. Ceux qui ont des questions, en fait, on vous invite à lever la main et à nous indiquer pour qui vous avez les questions et de la poser. Oui, Camille. Bonjour, merci beaucoup pour les 2 présentations vraiment intéressantes. Ma première question serait pour le premier groupe. Je trouvais vraiment intéressant que les programmes qui sont en place sont efficaces. Puis vous avez vraiment les défis étaient au niveau de l'accessibilité puis la pérennisation des acquis après le groupe. Est-ce qu'il y a des stratégies que l'équipe clinique
peut mettre en place ou l'organisation dans la planification des services qui peuvent aider à contrer ces défis-là? Juste pour être certaine de comprendre votre question, Camille, donc les défis de recrutement, de se faire connaître, c'est un peu ça? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris votre question. J'avais compris que l'accès au programme pour les usagers, c'était un frein. Oui. Ben, en fait, c'est se faire connaître, ça en est un frein, c'est sûr. Puis je pense que même au sein même de notre organisation, on est une grande équipe dans les CIUS. Je pense que même à l'interne, nos collègues, parfois, quand on a fait nos portes ouvertes, on était surpris de voir que des collègues ne nous connaissaient pas. Fait que pour nous, c'est une belle fenêtre aujourd'hui parce que comme professionnels, vous êtes au courant que c'est là, c'est disponible. On parle de nos programmes, on a parlé que quelques-uns de nos programmes. On a mis dans la présentation le lien aussi pour aller voir notre page du Centre Jean-Jacques Gaultier. Vous allez voir toute la panoplie d'offres de services qui touchent à la santé cardiovasculaire, aux activités de prévention, à la saine gestion du poids, à la santé respiratoire. Donc, la cessation tabagique, l'asthme, là, je ne vais pas toutes les nommer, ce n'est pas l'objectif de la rencontre, mais ce genre d'activité-là qu'on fait aujourd'hui, on travaille bien sûr l'accessibilité. Il y a d'autres activités aussi de promotion à l'externe, mais ça, c'est toujours, c'est quelque chose qui va se travailler en continu, qui ne s'arrêtera jamais. On n'a pas besoin de promotion pour se faire opérer, mais on a besoin de promotion pour travailler l'accessibilité à des services auxquels les usagers ne se sentent pas obligés de venir, mais sont tellement importants dans tout le continuum de soins. Donc, l'accessibilité, c'est un travail au quotidien. Merci beaucoup, Chantal, pour la réponse super claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Ben, écoutez, vous pouvez réfléchir. Moi, en attendant, je vais vous faire un petit dernier message final et sympathique. On a Maria, là, pas Maria, excusez, Maya qui a ajouté là, dans la conversation le lien là, dont on vous parlait au début là, pour compléter c'est un formulaire là, d'appréciation de la rencontre. Puis aussi là, pour vous permettre de demander là, votre attestation. Fait qu'on vous invite aussi là, à le compléter. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, autres commentaires ou éléments de réflexion, on va mettre fin à la rencontre aujourd'hui. Un grand merci à tous là, de votre participation. Encore une fois, là, les deux présentations étaient absolument fort intéressantes et on vous retrouve pour la prochaine conférence midi le mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée.